Bonjour à vous et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux champions de la saison régulière, les Panthers de la Floride. Oui, c'est eux qui ont remporté le trophée du président et c'est eux qui se sont fait laver par le Lightning de Tampa Bay en deuxième ronde. Tout à fait, même équipe, la même équipe. Ouais. Saison exceptionnelle du côté des Panthers de la Floride. Malheureusement, on n'a vraiment pas été de taille face au Lightning de Tampa Bay. Mais avant ça, on doit mentionner que lors de la saison régulière, un scandale qui a éclaté à Chicago. Ça faisait un petit bout de temps qu'on en entendait parler quand même. Mais il y a un scandale qui a éclaté à Chicago en lien avec quelque chose par rapport à une agression sexuelle. Ça l'aurait été tué par les Blackhawks de Chicago. Et à l'époque, l'entraîneur-chef Joel Kenville faisait partie de l'organisation des Hawks de Chicago. Donc, on a retiré Joel Kenville pendant la saison régulière. Et bref, on a pris la relève. C'était Andrew Andrew Brunette, qui avait pris la relève du côté des Panthers de la Floride. Alors, on a commencé avec un coach. On a eu un coach temporaire et puis finalement, on a décidé que là, on part avec un nouveau coach pour la prochaine saison. De manière générale, l'organisation a quand même connu une bonne saison régulière. Donc, on parle entre autres de la meilleure saison régulière de sa carrière pour Sam Reinhart qui a atteint plus que 1 point par match, ce qui est quand même vraiment exceptionnel. Une excellente saison pour Jonathan Huberdeau aussi. Une très bonne saison aussi pour Barkov, plus de 1 point par match. So, bref, de manière générale, on a connu une bonne saison. Mais on n'a pas eu le sort qu'on s'attendait en séries éliminatoires. Et c'est là où ça devient un petit peu touché du côté des Panthers de la Floride. Parce que oui, on a réussi à gagner le trophée du président, sauf que rendu en deuxième ronde des séries éliminatoires, pour rumeurs étant ce qu'elles sont, on pouvait voir dans la story Instagram de certains joueurs que ils consommaient de l'alcool peut-être entre des matchs contre le Lightning de Tampa Bay. Donc déjà que l'équipe n'avait pas gagné ses premiers matchs, c'était peut-être pas le temps de faire la fête et des choses comme ça. Et il y a certains joueurs qui ont été vus publiquement dans un bar après minuit pendant la série contre le Lightning de Tampa Bay. So, bref, il y a eu des mouvements majeurs qui ont été faits pendant la saison morte du côté des Panthers de la Floride. Je ne dis pas nécessairement que ça a un lien avec ça, je ne le sais pas. Mais assurément, par contre, les mauvaises prestations de l'équipe en deuxième ronde ont probablement été impactés par ce genre de mode de vie-là qui n'aurait pas dû être pendant les séries éliminatoires. Donc, il y avait peut-être un manque de sérieux dans l'organisation et on espère que le nouveau coach, Paul Maurice, va être capable de ramener tout ce beau monde-là dans la même direction. Mais il y a eu des changements majeurs, donc notre joueur qui était un joueur historique, littéralement, dans l'organisation, Jonathan Huberdeau, a été échangé avec son ami Mackenzie Weegar, un défenseur. Ils ont pris le chemin de Calgary et voilà que ça mène Matthew Tkachuk de Petite Peste. Fait que on espère avoir changé le vibe et avoir une équipe, une organisation qui va peut-être être un petit peu plus enragée en séries éliminatoires pour essayer d'arracher justement la victoire au fameux Lightning de Tampa Bay. Donc, on a un nouveau coach ici et c'est Paul Maurice du côté des Panthers de la Floride. Et Paul Maurice est surtout reconnu pour être un gars qui est un excellent motivateur. C'est un gars, semble-t-il, qui fait probablement les meilleurs speeches d'avant-match dans toute la LNH. Il est capable de motiver les gars à vouloir se donner corps et âme. Mais là, la question est de savoir est-ce qu'il est capable de maintenir son groupe ensemble, parce que là, il va falloir quand même qu'il s'impose auprès d'un nouveau groupe de gars. Ça faisait des années qu'il était head coach lui, avec les Jets de Winnipeg, fait qu'il va falloir qu'il s'impose en termes de nouveaux groupes. C'est un défi quand même à relever, mais c'est un homme qui devrait théoriquement être à la hauteur des choses, parce que c'est un gars qui a réussi à prouver par le passé qu'il est capable de faire gagner ses équipes. Alors bref, il y a des bonnes chances que ça fonctionne. C'est un peu dommage pour Andrew Brunette, mais en même temps, on a considéré du côté des Panthers que c'était pas nécessairement intéressant de continuer avec lui. On revient avec Bill Zito comme directeur général pour la saison 2020-21. Donc, c'était une saison écourtée, je vous rappelle, COVID-19. 37 victoires, 14 défaites, 5 défaites en prolongation, donc 37 victoires pour 19 défaites totales, ce qui est une bonne saison. 79 points. L'année passée, en 2021-22, 58 victoires, 18 défaites, 6 défaites en prolongation pour 122 points. On termine premier dans l'Est, premier dans la Ligue, champion de la saison régulière, Panthers de la Floride. On a connu une bonne saison du côté offensif, mais aussi Bobrovski a été instable, mais de manière générale, bon. Et ça, c'est assez particulier, parce qu'il y a des matchs qui sortaient très forts, des matchs qui sortaient très faibles. Mais il a quand même fait face à 56 matchs, si je ne me trompe pas. 54 matchs du côté de Bobrovski. Donc, bref, il en a vu de la game l'année passée, Bobrovski. Puis 54 matchs, 913 d'efficacité, c'est quand même bien. Donc, 4,11 de moyenne de buts marqués du côté des Panthers de la Floride, ce qui représente rien de moins que la meilleure
attaque de la LNH. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est imputable en très très grande partie à combien on avait? 4 marqueurs de 30 buts dans l'organisation. En l'occurrence, on a Barkov qui a fini avec 39 buts, Sam Reinhart avec 33 buts, Duclair 31 buts et bien entendu Jonathan Huberdeau 30 buts. Donc quand tu as 4 marqueurs de 30 buts dans ton équipe, c'est que ça va bien offensivement. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et ça l'aide grandement d'avoir la meilleure attaque de la Ligue nationale, bien entendu. Ensuite de ça, en termes de moyenne de buts accordés, 2,95, ce qui est quand même relativement bien. Mais tu sais, quand tu comptes 4,11 en moyenne puis que tu en accordes 2,95, tu pars dans le bon sens pour gagner des matchs. On s'entend, hein? Tu scores plus que tu t'en fais scorer. C'est bon. En termes d'avantage numérique, 24,4% d'efficacité, ce qui est quand même très bon, 5e dans la Ligue nationale. Et un désavantage numérique à 79,5, ce qui est correct au niveau du désavantage numérique sans plus. Donc, on a terminé premier dans l'Est, premier dans la Ligue. On s'est fait éliminer en deuxième ronde contre le Lightning de Tampa Bay. Et on va se dire, on a été surclassé par le Lightning de Tampa Bay. Et on n'a pas réussi à défaire l'énigme de Vasilevskiy. Le meilleur en termes de buts aura été Barkov avec 39 buts. Le meilleur en termes de points, Jonathan Huberdeau avec 115 points. Et bien entendu, le meilleur défenseur à caractère offensif. Mais je dirais all around, le meilleur défenseur, Aaron Ekblad avec 61 matchs, 57 points, plus 38. Dommage qu'il soit encore blessé. Il n'a pas joué une saison complète, 61 matchs, mais 57 points en 51 matchs. Quel défenseur. Mais c'est dommage, on dirait qu'il se blesse à tous les saisons. Par la suite, on y va avec les espoirs du alacoupe.ca. C'est en fait les espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH selon notre chroniqueur Alex Delcourt. Donc, le texte est disponible sur alacoupe.ca pour avoir plus de détails. Moi, je n'ai pas inclus aucun des espoirs dans ma proposition d'alignement parce que les Panthers optent pour, je dirais, un alignement expérimenté. Donc, ils ont beaucoup de joueurs qui ont déjà beaucoup d'expérience, ou en tout cas qui ont de l'expérience LNH. Je ne sais pas s'il y a vraiment une fenêtre d'opportunité si grande pour les jeunes. On veut performer là, tout de suite, maintenant. Fait qu'on veut peut-être attendre que ces jeunes-là soient encore plus mûrs avant de les intégrer LNH. Moi, je ne les ai pas mis au niveau de mon alignement proposé. Mais ça se pourrait qu'on les voit au niveau de l'alignement dès cette année. Alors, on va commencer avec le premier espoir du alacoupe.ca qui est Grigory Denisenko, un ailier gauche de 22 ans. Il a joué majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée en 30 matchs. Il a 9 buts, 9 passes pour 18 points. C'est un gars qui est considéré comme étant très agile avec la rondelle. C'est un bon playmaker, mais qui a aussi la possibilité ou la capacité de tirer. Il n'est pas reconnu pour son tir, plus pour son côté playmaking. Mais c'est quand même un gars qui est capable de tirer, donc qui est capable d'avoir un tir puissant. À 18 points en 30 matchs, moi je considère qu'il y a encore des petites croûtes à manger au niveau de la Ligue américaine. Je ne pense pas nécessairement qu'il soit déjà prêt LNH. Ceci dit, s'il y a un bon camp d'entraînement, tout est possible. Bref, le joueur pourrait très bien percer l'alignement s'il y a un bon moment. Par la suite, on y va avec Matthew Kiersted, un défenseur de 24 ans qui a joué dans la Ligue américaine l'année passée en 63 matchs, 5 buts, 15 passes pour 20 points. Il a joué un petit peu au niveau de la LNH aussi, 10 matchs, 1 but, 1 passe pour 2 points. C'est un gars qui a connu, en fait c'était sa première saison professionnelle complète et on peut dire que c'est une bonne saison professionnel, quoique 20 points en 63 matchs. J'en ai mesure où c'était un défenseur qui, quand il jouait au niveau de la NCAA, c'était un défenseur qui était quand même productif offensivement. Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration en termes de 20 en 63. Au niveau de la NCAA, il avoisinait à peu près le 1 point par match. Fait que à 20 en 63, je pense qu'il y a encore place à l'amélioration, mais ça reste quand même qu'on parle d'un gars ici qui a connu une bonne première saison professionnelle. Par la suite, on y va avec Alexis Eponiemi, un joueur de centre de 23 ans qui a joué majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée. 59 matchs, 9 buts, 30 passes pour 39 points. De son côté, lui, il avait très bien paru lorsqu'il avait évolué dans la SHL, dis-je bien, en Suède en 2020-21. Il avait 14 points en 16 matchs. C'est un gars qui est considéré comme étant un leader. D'ailleurs, il est assistant dans son équipe de la AHL l'année passée. Puis il a très bien fait en séries éliminatoires avec une récolte de 4 points en 7 matchs dans la Ligue américaine. Fait que ça, c'est intéressant. 39 points en 59 matchs dans la saison régulière, c'est quand même une bonne saison. Puis d'avoir une bonne récolte en séries éliminatoires, c'est un bon signe pour la suite des choses. 4 points en 7 matchs, ça s'est bien passé. C'est un gars qu'on pourrait voir éventuellement percer l'alignement dès cette année, si blessure il y a. Donc, ça ici, ce que je vous propose, c'est en fait un alignement
que j'ai fait. C'est ce que je vous propose. C'est pas nécessairement un alignement qui est basé sur ce qu'on a vu, mettons, au niveau des médias ou ce qu'on a vu dans des entraînements, whatever. C'est un alignement que je vous propose. C'est sûr qu'il y a des éléments que j'ai décidé de garder ensemble parce qu'ils se connaissent bien. Donc l'année passée, ils jouaient majoritairement ensemble. Donc on retourne avec ça. Mais il y a eu quand même plusieurs changements dans l'organisation, ce qui fait que c'est pas nécessairement l'ensemble de l'alignement qui est comme l'année passée, ben, déjà parce qu'il y a des nouveaux joueurs, mais tu n'as pas le choix quand tu as des changements d'effectifs. Des fois, même si les gars sont déjà dans l'organisation, il faut que tu bouges de trio ou de duo. Fait que j'ai pas eu le choix de faire certains changements. J'ai essayé de ne pas trop toucher au niveau du top 4 et du top 6 parce que c'est tes éléments les plus importants au niveau de ton organisation. C'est ceux qui sont les plus utilisés. Donc, il est préférable d'avoir des gars qui se connaissent bien et qu'ils ont une bonne chimie ensemble. En tout cas, c'est ce que je crois. Alors, bref. En termes de première ligne, je pense que on a fait l'acquisition de Matthew Tkachuk, c'est pas pour rien, puis on l'a signé pour plusieurs années, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut l'utiliser. Le point que je vois d'intéressant avec Matthew Tkachuk, c'est que c'est le genre de joueur que tu vas avoir en séries éliminatoires. Donc probablement que c'était ça le but du move initial. J'ai de la misère un peu à comprendre, surtout que là, Huberdeau a signé à long terme avec les Flames de Calgary. J'ai de la misère un peu à comprendre ce move-là. Faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait une histoire quelque part qu'on connaît pas. Mais en tout cas, bref, Matthew Tkachuk, c'est 104 points l'année passée en 82 matchs. Tu sais, je veux dire, oui, il jouait avec Johnny Gaudreau puis Elias Lindholm, dis-je bien, à Calgary. Mais de jouer avec Barkov et Sam Reinhart, ça serait pas mauvais non plus en termes de production offensive, ou du moins d'après moi, ça serait pas mauvais non plus. Fait on peut peut-être s'attendre à ce que, peut-être pas un autre 100 points, mais on peut s'attendre quand même à ce qu'il se maintienne au niveau de sa production offensive s'il joue sur le premier trio, bien entendu. Je le fais jouer avec Barkov, 88 points en 67 matchs l'année passée. Ça, c'est un joueur de centre tellement ah, wow. C'est un gars qui est capable de jouer défensivement dans la zone neutre, offensivement. Il produit beaucoup au niveau de l'attaque, mais il est très responsable dans sa zone aussi. Tellement un bon joueur de centre, ce gars-là. Enfin bref, donc assurément, c'est ton premier centre. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Quand il n'est pas blessé, c'est ton premier centre. Donc 88 points, 67 matchs, une excellente saison pour lui. Sam Reinhart, de son côté, a connu la meilleure saison de sa carrière avec 82 points, 78 matchs. De son côté, à lui, c'est un joueur qui peut jouer au centre, là, parce que théoriquement, il était censé être au centre. Mais on l'utilise beaucoup à l'aile. Et on l'utilisait à l'aile aussi à Buffalo. Là, fait que c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Là, il est habitué d'être utilisé à l'aile. Donc, bref, c'est un gars que de sortir de Buffalo l'a peut-être aidé. Puis, ben, la production offensive est venue avec. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours vu comme étant un joueur qui a une bonne attitude. C'est un gars qui back beaucoup aussi. Fait qu'il se retrouve peut-être d'ailleurs avec Barkov grâce à ça, je sais pas, mais en tout cas, bref. Et c'est un gars qui est capable de produire aussi offensivement. Il n'est pas vu d'ailleurs dans le cas de Sam Reinhart. Par la suite, en termes de deuxième trio, on y va avec Verhaeghe, 55 points en 78 matchs l'année passée du côté de Verhaeghe. Mais Verhaeghe avait aussi connu des excellentes séries éliminatoires. J'ai oublié. Bon, 24 buts en saison régulière du côté de Verhaeghe et en séries éliminatoires. En 10 matchs, 6 buts, 6 passes pour 12 points. Mais de mémoire, il me semble qu'il y avait un match qui avait compté comme 3 buts. C'est sûr que ça l'aide pour avoir 6 buts quand on score 3 dans une seule, là, mais bon. Donc, c'est un joueur qui a bien paru en séries éliminatoires du côté des Panthers de la Floride. Ça a été plus difficile pour des joueurs comme Jonathan Huberdeau ou Mackenzie Weegar, là, les deux qui ont été échangés. Ça a été difficile, les séries éliminatoires. Mais lui, c'est le contraire, il a bien sorti. Fait que 55 points, 78 matchs, c'est mon allié gauche de mon deuxième trio. Par la suite, on y va avec Sam Bennett, 49 points, 71 matchs l'année passée. Quand même une bonne saison pour Sam Bennett, honnêtement. C'est pas un joueur qu'on s'attend qu'il va faire un point par match. Fait que, bref, d'avoisiner les 50-60 points, c'est parfait pour. C'est parfait pour un deuxième centre, mais c'est parfait aussi pour lui. Et par la suite, en termes de l'aile droite, j'y vais avec Patrick Lundqvist. C'est 28 points en 65 matchs l'année passée. C'est un gros joueur, c'est un gros allié qui est capable de produire offensivement, pas nécessairement la meilleure crème offensive que tu peux trouver, mais c'est une bonne présence à avoir quand même. En termes de troisième trio, maintenant, on y va avec Nick Cousin, 22 points, 68 matchs l'année passée avec les Prédateurs de Nashville. C'est un joueur qui est semi-dérangeant, quand même bon patineur, mais il excelle pas dans quoi que ce soit. Donc, c'est pas un joueur qui est très offensif, c'est pas un joueur qui est très défensif. Mais c'est un joueur qui a un bon coup de patin par contre, puis qui est quand même relativement dérangeant. Qu'on fait jouer avec Lundell. Et là, Lundell, je me rappelle pas. Je sais qu'il peut jouer à l'aile, mais je me rappelle pas si c'est l'aile droite ou l'aile gauche. Mais si advienne qu'il peut jouer à l'aile, ça pourrait peut-être être intéressant, lui, à ce moment-là, de le faire jouer justement sur le deuxième trio à la place d'un gars comme Patrick Lundqvist. Mais ça me fait une belle ligne de centre, donc je vis bien avec le fait d'avoir une belle ligne de centre. Lundell, l'année passée, 44 points, 65 matchs. Malheureusement, il n'a pas joué une saison complète. Et par la suite, à l'aile droite, on y va avec Colin White, 10 points en 24 matchs l'année passée chez les Sénateurs de Ottawa. C'est un joueur qu'on voyait un potentiel offensif en lui.
du côté d'Ottawa. Puis les choses se sont peut-être pas complètement passées comme ce qu'on voulait. Mais tu sais, c'est pas. On voit pas ici un très très grand pointeur, mais un gars qui pourrait peut-être avoisiner une cinquantaine de points par match ou une soixantaine de points par match, ça pourrait être intéressant. C'est un jeune joueur quand même, donc c'est un gars qui peut encore se prouver là, sans trop de problèmes. En termes de quatrième trio, on y va avec Lundberg, 18 points en 55 matchs, un joueur de profondeur. Lustarinen, 26 points en 78 matchs. Et Radolf Balkers, 23 points en 61 matchs. Lui, il nous arrive de San Jose. On a fait l'acquisition aussi de Chris Turney, ici, qui nous arrive de Ottawa, lui aussi. Un joueur. C'est un joueur qui est capable d'apporter de l'attaque, mais c'est pas un joueur qui est exceptionnel. C'est vraiment un joueur de profondeur. Je pense qu'il serait capable de faire l'équipe, mais. Ouais. Il serait capable de faire l'équipe dans le bottom 6, mais pas nécessairement dans le top 6. Et Anthony Duclair. Anthony Duclair, je ne sais pas, il est blessé. Je ne sais pas exactement s'il commence la saison ou non. Mais lui, c'est un gars qui a connu une très bonne saison l'année passée. Il a plus de 30 buts, si je me rappelle bien. Là, mais je me rappelle pas 31, je pense. Anyways. C'est un joueur qui a connu une très bonne saison l'année passée. Très explosif en son coup de patin. C'est un gars qui est capable de compter. Il a un bon tir. Et c'est un gars qui, s'il joue, il peut jouer aisément dans ton top 6. Ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc, Anthony Duclair, il a probablement trouvé sa voie chez les Panthers de la Floride. Et on ferme le tout avec Lucci. En termes de défenseurs, ben là, on va y aller avec une paire de défenseurs qui se connaissent déjà relativement bien. Je parle de Forsling et de Ekblad, donc c'est des gars qui ils se connaissent. Fait que, bref, je vois pas pourquoi on changerait une paire qui est déjà une paire qui a du sens. Donc, Forsling, l'année passée, 37 points en 71 matchs, une bonne saison. Aaron Ekblad, 57 points en 61 matchs, une excellente saison. Mais encore faut-il qu'il joue une saison complète. Et ça a toujours été le problème avec Aaron Ekblad. Quand il est là, il rend de très très fiers services. Puis c'est assurément le meilleur joueur de cette défensive-là. Ça, il n'y a pas de doute à avoir. Tu peux l'utiliser en avantage numérique ou en désavantage numérique. C'est bien parfait. En termes de deuxième paire, on y va avec Carlson. C'est 9 points en 40 matchs l'année passée. Et notre ami Goudas, 16 points en 77 matchs l'année passée. Goudas qui est surtout un défenseur à caractère violent. Disons cela ainsi. C'est pas une perle au niveau défensif, c'est pas une perle au niveau offensif du tout, mais c'est un gars par contre qui n'a pas peur de sortir l'épaule puis qui ça y dérange pas trop de dropper les gants. Et là j'ai mis Montour sur ma troisième paire, 37 points 81 matchs l'année passée, mais ça pourrait être intéressant aussi de le monter sur la deuxième paire en termes de production offensive, mais Carlson et Goudas, semble-t-il, se connaissent déjà. Donc, j'ai opté pour ça. En termes de troisième paire, on a ajouté aussi Mark Stahl, 16 points en 71 matchs l'année passée. Un défenseur qui a beaucoup d'expérience. C'est un gars qui a trentaine avancée. Il a déjà été capitaine. Donc, c'est une belle addition. Probablement qu'on pense là-dedans surtout à quelque chose de leadership et responsabilité défensive. J'assume. Donc, c'est intéressant d'avoir fait cette addition-là dans cette défensive-là. Mais c'est pas nécessairement la nouvelle jeunesse. T'sais. Donc, peut-être que le patin n'est pas nécessairement très rapide. Et on a fait l'acquisition aussi de Michael Del Zotto, un joueur qui se promène beaucoup, ça, ce défenseur-là. 13 points en 26 matchs l'année passée chez les Sénateurs d'Ottawa. Un gars qu'on voit pas très responsable dans sa zone de ce côté-là. C'est un défenseur plus à caractère offensif qui peut se trouver une place comme 6-7e défenseur. Mais, ouais, c'est pas mal ça. Puis je sais pas pourquoi il change autant d'équipe. Il doit avoir quelque chose. Je sais pas si c'est ses lacunes défensives, si c'est quelque chose au niveau du tempérament, mais il s'est promené, Michael Del Zotto. En termes de gardien de but, ben là, écoute, on connaît les gardiens de but en Floride. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, c'est 3 gardiens de but qu'on connaît déjà bien dans le système. Pas grand chose à ajouter là-dessus. On a des essais professionnels, by the way, que j'ai pas inclus là-dedans, dont Starl à l'attaque, dont JF Berube aussi au niveau des gardiens. Je les ai pas inclus dans mon alignement parce qu'il y a vraiment rien de garanti au niveau des signatures pour ces gars-là. Mais bon, en tout cas, là, si mettons on fait abstraction des essais professionnels, on prend ces 3 gardiens de but-là. Et mon premier gardien de but, ben, c'est Sergei Bobrovsky. On aimerait ça que Spencer Knight prenne le dessus sur Bobrovsky, mais malheureusement, c'est difficile de temps en temps. Fait que bref, Bobrovsky reste encore le meilleur gardien de but qui coûte cher. Reste encore le meilleur gardien de but de l'organisation. Et officiellement, c'est le partant. 54 matchs l'année passée, 2,67 de moyenne, 913 d'efficacité. C'est quand même une bonne saison quand tu prends l'ensemble. Mais malheureusement, c'était instable du côté de Bobrovsky. Fait que c'est ce qui fait qu'il y a des bouts que ça allait vraiment bien et des bouts où c'était très difficile pour lui. Par la suite, Spencer Knight, un jeune gardien de but, 32 matchs l'année passée, 2,79 de moyenne et 908 d'efficacité. C'est un gars qu'on attend depuis maintenant quelques années en Floride qui bump out Bobrovsky puis qui prenne le poste de partant. C'est sûr que tu sais à ce moment-là,
peut-être qu'on essaierait d'échanger Bobrovski si on est capable de le faire. Je ne sais pas exactement ce serait quoi le plan initialement, là, mais en tout cas, bref. Donc, il y a le temps de se développer. On n'est pas pressé tant aussi longtemps qu'on va avoir Bobrovski, mais on aimerait peut-être avoir un gardien un peu plus stable que Bobrovski. Fait que c'est pour ça qu'on attend avec impatience Spencer Knight. 908 d'efficacité l'année passée, c'est bon, mais c'est peut-être pas suffisant. Et c'est là où on a un point d'interrogation. Mais il reste que c'est un jeune qui est à découvrir. Et par la suite, on a Alex Lyon. C'est 2 matchs dans la LNH l'année passée, 2,95 de moyenne et 912. Je ne l'ai pas mis en rouge, mais je pas certain. Non, c'est ça, je ne l'ai pas mis en rouge, mais j'aurais dû le mettre en rouge. Toutes mes excuses. Donc, Alex Lyon, lui qui appartenait au Hurricane de la Caroline l'année passée, il a joué majoritairement au niveau de la Ligue américaine. En 30 matchs, il avait 2,16 de moyenne et 912 d'efficacité. Ça a donc été une bonne saison dans la Ligue américaine pour Alex Lyon, mais au niveau de la LNH, c'est un gars qui n'a jamais été capable de s'établir LNH. Fait qu'il n'est pas dans l'équation pour le poste d'auxiliaire. Mais là, JF Bérubé, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Lui, JF Bérubé, l'année passée, 6 matchs, 4,13 de moyenne, 900 d'efficacité. Je ne sais pas, à moins qu'il soit vraiment très, très impressionnant au niveau du training camp. D'après moi, la structure, c'est vraiment un partant en Bobrovski, un auxiliaire en Spencer Knight, puis un gardien de but pour la Ligue américaine en Alex Lyon. Bobrovski, il faudrait qu'on coupe ses matchs, là, parce qu'à un moment donné, 54 matchs, ça devient un peu épuisant pour le gardien. Peut-être y donner un petit peu moins de départ pour essayer de garder ses énergies pour aller plus loin en séries éliminatoires. Fait que si on fait un portrait global, Ketchuk, je pense que c'est un move vraiment dans le but d'aller plus loin en séries éliminatoires. Puis Mark Stahl, ben, je pense que c'est un but de leadership qu'on a été chercher justement pour avoir un petit peu plus loin en séries éliminatoires. Puis au lieu d'aller chercher un gars comme Claude Giroux pour son leadership à la date limite, on a été chercher le gars en début de saison. Donc il va bien connaître les gars. Fait que c'est des moves qui sont intéressants. L'équipe n'est pas nécessairement, selon moi, n'est pas nécessairement améliorée. Donc je pense pas que cette équipe-là va être encore la championne de la saison régulière l'année prochaine. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Paul Maurice fait des miracles un peu partout. Fait qu'il peut faire des miracles là aussi. Quoique ça a été difficile les dernières années avec les Jets. D'après moi, c'est une organisation qui devrait retourner en séries éliminatoires, mais je ne vois pas nécessairement cette organisation-là se rendre dans le carré d'as. Fait que j'y vais avec une équipe en série, quand même confortable, mais pas nécessairement dans le carré d'as. Alors faites-moi savoir d'après vous où vont terminer les Panthers de la Floride cette année. Est-ce que c'est une équipe qui est une Cup contender, une équipe qui va avoir encore une saison exceptionnelle comme ils ont eu l'année passée, ou d'après vous ça va chuter un peu? Faites-le-moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de faire un petit j'aime. On partage également pour avoir un maximum de hockey fans qui jasent de hockey. C'est toujours plus plaisant. On s'abonne à la chaîne YouTube. On active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023. Et le Canadien, ça s'en vient bientôt, ça. Fait que soyez là. Un très grand merci pour avoir regardé la vidéo et on se revoit prochainement. Bye bye.